Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'une banque qui m'a refusé un projet qui était initialement prévu pour sortir environ 40% de marge. Alors vous allez me dire pourquoi une banque refuse si le projet est si bon. Je vais vous expliquer un peu le contexte du projet et les raisons qui ont poussé la banque à ne pas me suivre. Je trouve cette vidéo assez importante parce qu'encore une fois, elle illustre bien que tout n'est pas un long fleuve tranquille, que toutes les opérations que j'ai essayé de faire passer ne passent pas forcément. C'est aussi quelque chose, l'échec d'un projet auquel vous devez vous préparer mentalement à encaisser et à rebondir, à repartir sur d'autres opérations. Donc pour remettre un peu de contexte, j'ai essayé d'acheter donc un immeuble situé dans le quartier de Bonnefoy à Toulouse, pour ceux qui connaissent. Un immeuble qui faisait, alors je me suis noté là, c'était 400 mètres carrés. Initialement, on était parti sur la négociation à un prix de vente de 980 000 euros. Donc ça, c'était le prix auquel l'immeuble avait été commercialisé. J'avais fait une première offre assez agressive, aux alentours de 700 000 euros, que j'avais ensuite rehaussé un petit peu et on était tombé d'accord avec le propriétaire à un total de 780 000 euros. Alors là, déjà, il y avait une grosse négociation qui avait été faite parce que j'avais déjà fait sauter 200 000 euros sur le montant du projet. Alors, vous allez me dire encore une fois, c'est beaucoup, mais l'immeuble avait une situation un peu particulière. Une partie des lots était inoccupée et l'autre partie était déjà occupée. Donc forcément, quand il y a des locataires déjà en place qui ne payent pas forcément des gros loyers, ça vient faire plonger la valeur locative de votre bien tout simplement parce que vous ne louez pas assez cher par rapport aux loyers qui peuvent se pratiquer dans une ville comme Toulouse aujourd'hui. Donc moi, ça c'était un pari sur l'avenir où je m'étais dit je vais supporter un petit peu l'opération pendant un moment, je vais peu à peu mettre dehors les locataires en donnant congé à ces derniers pour leur permettre tout simplement de libérer les lieux au bout de quelques mois, quelques années. Et le projet, toute la rentabilité du projet aurait pris son sens sur une échelle de temps allant de 3 à 5 ans de ce que j'avais calculé. Donc l'offre signée à 780 000 euros pour 400 mètres carrés, encore une fois, je le répète, ça faisait moins de 2 000 euros du mètre. On était donc à 1 950 euros du mètre carré. Il faut savoir que dans cette zone, à Toulouse en général, sur des biens qui ne sont pas en état incroyable, on avoisine les 4 500 euros par mètre carré. Voilà, entre 4 et 5 000 euros par mètre carré en fonction des superficies et en fonction de l'emplacement sur le faubourg Bonnefoy. Donc en plus de ces 780 000 euros, donc j'avais mes frais de notaire à 54 000 euros et j'avais estimé 160 000 euros de travaux. Le projet, c'était de rénover un petit peu les appartements, mais surtout de surélever la partie arrière du bâtiment parce que j'avais donc le bâtiment principal avec 2 chartreuses sur cour et une des chartreuses méritait d'être surélevée pour pouvoir vraiment gagner, doubler au moins la surface de cette chartreuse et je crois qu'on gagnait quasiment 100 mètres carrés. Donc on était sur un projet total à 994 000 euros. Donc on va arrondir à 6 000 euros près, un projet à 1 million. Donc le projet est estimé à une enveloppe globale d'1 million et pour la revente tout simplement sans forcément, alors parce que je vous dis, j'ai acheté 2 000 euros du mètre, ça se revend 4 000, donc si je faisais l'effort de faire une découpe, de revendre lot par lot, je pouvais peut-être doubler le prix d'achat tout simplement, donc doubler le prix au mètre carré, j'ai acheté à 2 000 du mètre, si je revends à 4 000, j'ai acheté 1 million, je revends 2 millions. Bon, l'opération n'est pas forcément aussi simple que ça, il y avait des commerces, il y avait des locaux qui étaient habités, donc forcément j'allais devoir les supporter pendant quand même quelques années avant de pouvoir les revendre à ce prix-là. Donc l'opération était très bonne, mais j'avais revu mon prévisionnel un petit peu à la baisse en ne présentant aux banques qu'une opération à 40% de marge. C'est-à-dire que j'achetais 1 million, je revendais pour 1 400 000, j'avais pris 400 000 euros de marge au milieu, 40% de plus-value sur cette opération. Et je pense qu'on était vraiment sur un scénario qui était loin d'être irréaliste, au contraire, qui était même assez peut-être pas pessimiste, mais qui était assez neutre, on va dire, assez correct en termes d'ambition. Et j'ai donc envoyé le dossier à plusieurs de mes contacts, plusieurs de mes banquiers. Alors, j'ai eu plusieurs réponses. Il faut savoir aujourd'hui aussi que moi, j'ai quand même pas mal enchaîné sur ces dernières années au niveau de mes opérations. J'ai racheté un immeuble qui est en surélévation, qui est même pas encore terminé à l'heure actuelle. J'ai acheté en même temps que cet immeuble, quasiment à 2 mois près, un autre immeuble. J'ai racheté encore un autre appartement. Là, je viens d'acter hier un nouveau studio. Donc en fait, j'ai un rythme qui est quand même assez soutenu et les banquiers, il y a 6 mois, quand ils m'ont vu arriver avec ce rythme-là, on était dans la période vraiment où les taux étaient quand même très hauts, m'ont dit ça va faire beaucoup d'encours pour... alors, même si tous mes encours ne sont pas supportés par la même banque, les banques quand même ont commencé à estimer que que je portais un gros risque sur ma tête. Donc j'ai eu un partenaire avec qui je travaille régulièrement qui m'a dit
sans nous pour ce projet, on préfère attendre un petit peu, voir ce que ta surélévation, que ton immeuble en surélévation va donner une fois qu'il sera terminé, parce que c'est vrai que pour l'instant cet immeuble-là ne génère pas de rentrée et c'est cette banque qui m'a financé cet immeuble. Donc ça faisait beaucoup pour eux d'enchaîner, j'allais arriver quasiment à 2 millions d'encours en fait à cette banque, sachant que la surélévation n'est pas encore sortie et que le deuxième million que je voulais demander quasiment pour ce projet, cet immeuble, ça allait encore être quelque chose qui allait mettre 2-3 ans à sortir. Donc cette banque-là m'a dit non, on ne te suivra pas pour ce projet. J'ai ensuite cherché dans mon réseau plusieurs contacts. Alors j'ai eu des banques privées au téléphone, j'ai eu des banques étrangères aussi, notamment la Caixa, une banque espagnole. J'ai eu 2-3 pistes qui n'ont jamais trop abouti. Et j'ai eu une piste sur une banque privée, donc une banque privée caisse d'épargne à Toulouse simplement, qui s'occupe des gros comptes entre guillemets. C'est une personne, un de mes contacts dans un fonds d'investissement qui m'a présenté cette banque-là, qui m'a dit qu'il pouvait me suivre mais avec un très gros apport. Évidemment, sur cette opération, en général, on dit qu'il y a à peu près 10% d'apport. Sur un projet à 1 million, je m'étais dit, bon, 100 000 euros d'apport, ça va être un peu léger. J'avais prévu 150 jusqu'à maximum 200 000 euros d'apport. Je vais pas vous mentir, 200 000 euros, c'était tout ce que j'avais aussi il y a 6 mois sur les comptes de disponibles. Je pouvais pas mettre plus, après j'étais tout simplement à poil. Donc je m'étais dit, si je peux mettre 100 000 euros, c'est génial, c'est bien, ça me laisse toujours un peu de fonds de roulement derrière. Si je mets 150 000, bon, il m'en reste encore un peu, mais je commence quand même à décaisser une grosse somme, mais c'est pas grave, l'opération est très bonne, j'achète en dessous de 2 000 euros du mètre, j'y vais. Et c'est vrai qu'au-delà de 150 000 euros, j'étais pas vraiment prêt à y aller. Et le problème, c'est que du coup, cette banque, ce pôle privé, m'a dit, alors, d'une manière un peu déguisée, mais d'aller me faire foutre, en me disant, on vous suit sur cette opération, mais avec 30-35% d'apport. On n'a pas encore envoyé le dossier à ce moment-là à l'examen, c'est pour ça qu'ils ne savaient pas exactement. Parce qu'en fait, ils m'ont vraiment considéré comme un marchand de biens. Il faut savoir aujourd'hui que sur les projets marchands de biens, les projets d'achat-revente, une banque va généralement demander un peu plus d'apport, tout simplement parce que ce sont des projets qui fonctionnent un petit peu différemment vis-à-vis de la banque. En gros, la banque vous fait une avance de trésorerie, vous devez la rembourser au plus vite et à partir d'un certain délai, vous allez payer tous les mois qui passent des pénalités de retard. Et une fois que vous allez avoir vendu tout votre programme, vous aurez remboursé votre crédit, plus les pénalités ou les intérêts si vous êtes dans les temps. Donc la banque fonctionne un peu différemment. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils vont se considérer comme une opération marchand de biens, avec des exigences de marchand de biens, donc avec 30% d'apport, mais que je leur avais bien expliqué que c'était pas forcément dans le but de revendre immédiatement. Il y avait 40% de marge potentielle si jamais je revendais, mais c'était pas le projet. Je voulais garder, comme je vous l'ai expliqué, garder pendant 3 ans, 5 ans, mettre les locataires dehors. Il y avait une future ligne de métro qui arrivait à 50 mètres, donc d'ici 5 ans, je pense que les travaux de cette 3e ligne auraient été terminés, et donc là, j'aurais pu soit louer les appartements très chers, et je pense être vraiment rentable sur cette opération, à la location, soit revendre à ce moment-là. Mais quoi qu'il arrive, j'étais sur des durées assez longues. Donc techniquement, un projet marchand, ça va être 1 an, 2 ans, je crois, le maximum qu'on peut faire en termes de délai de paiement pour un prêt en marchand de biens. Donc dans tous les cas, voilà, je rentrais pas vraiment dans les cases marchand de biens, mais ils m'ont considéré comme un marchand de biens et m'ont appliqué les mêmes exigences. Ils m'ont donc demandé 300 000 euros et avec un modèle investissement patrimonial, ils voulaient pas me suivre, tout simplement. Et pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils avaient encore une fois cette frayeur des appartements qui étaient loués et de cette rentabilité qui allait arriver plus tard. Bon, comme je vous l'ai dit, j'avais 200 000 euros de dispo, ils m'ont demandé en gros 300 000 euros d'apport, je ne les avais pas. Alors j'ai essayé de chercher autour de moi, voir s'il y avait quelqu'un que ça intéressait peut-être de me prêter cet argent-là et que je lui rembourse sous 3 à 5 ans avec des intérêts justement pour me permettre tout simplement de faire cette opération, de mettre cet apport. Mais quoi qu'il arrive, il fallait que je sorte en plus de cet argent que j'aurais pu trouver quand même 150 voire 200 000 euros de ma poche. Encore une fois, j'aurais pu peut-être trouver 2-3 investisseurs ou même un seul qui me versait 100 000, 150 000 euros, mais eux aussi attendent 3 ans, 5 ans, des retours que j'ai eu, c'était un peu long pour eux. Ils attendaient des retours plus rapides dans l'année et je n'étais pas en mesure de leur proposer un retour si rapide. Donc la morale de cette histoire, c'est qu'il faut réussir à se battre pour vos projets, à négocier avec les banques, mais encore une fois, j'ai quand même eu ici la présence d'esprit de me retirer un petit peu, de regarder le projet avec un peu de hauteur et de me poser la question du coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, on n'y pense pas vraiment, mais aujourd'hui, quand vous dépensez de l'argent, quand vous investissez
investissez dans quelque chose, il y a le rendement que va vous générer cet investissement, mais il y a aussi l'argent, entre guillemets, que cet investissement va vous faire perdre sur le coût d'opportunité. C'est-à-dire que ces 200 000 euros, peut-être que je peux m'en servir aujourd'hui pour aller faire d'autres projets qui vont être tout aussi rentables, qui vont peut-être me permettre de faire 40% de marge directement, mais où je ne vais pas être obligé d'attendre 3 à 5 ans. Et donc là, en fait, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, le nombre d'opportunités qui me seraient passées sous le nez, que j'aurais peut-être pas pu aller chercher parce que je m'étais mis cet immeuble dans la foncière, ben, ça m'aurait peut-être en fait tout simplement fait perdre à la longue plus d'argent que si je n'avais pas fait ce projet. Et donc, suite à ça, je suis reparti sur un autre appartement, un deuxième appartement, je vous dis que là je viens d'acter, donc j'ai réenchaîné derrière, avec des projets certes un peu plus petits en termes de volume, mais tout aussi rentable et qui fonctionne directement. Donc là, l'avantage avec cet immeuble, je pense que la plus-value était vraiment colossale. On pouvait aller chercher beaucoup plus que ces 40% de plus-value sur 5 ans, une fois que les travaux étaient terminés, etc. Mais par rapport aujourd'hui à mes capacités financières, par rapport à la solidité financière que j'ai, assumer un immeuble à 1 million d'euros, parce qu'il y a tout ce qui va avec, forcément, un immeuble à 1 million de 400 mètres carrés, sur une parcelle, je crois que c'était quasiment de 800 mètres carrés, ça va engendrer des gros impôts fonciers, des grosses factures d'eau, donc il y a quand même tout un tas de charges que j'aurais dû supporter pendant 3 à 5 ans, et je pense que j'aurais pas forcément perdu d'argent, parce que j'avais quand même des loyers, je pouvais quand même mettre, par exemple, en location courte durée certains appartements, j'avais les commerces qui étaient loués, etc. Mais j'aurais pas gagné d'argent pendant ces 5 ans. Donc in fine, je dirais que c'est sans regret de ne pas avoir fait cet immeuble, tout simplement. Pourquoi? Parce que déjà, ça m'a permis de rencontrer des personnes intéressantes avec qui je continue d'être en lien, avec qui on va certainement finir par bosser ensemble, parce qu'en fait, ce type d'immeuble-là, si ça avait été dispo de suite, ils m'auraient suivi en marchand de biens. Et je veux dire, même des investisseurs, si j'avais pas eu les 300 000 euros, j'aurais pu leur dire, écoute, je fais l'aller-retour, je fais une mise en copro, je divise, je revends, dans 1 an, l'opération elle est bouclée, on a pris 40%, et si tu m'as prêté 100 000 euros, ça représente peut-être un tiers de l'apport, donc je te verse un tiers de la plus-value. Donc sur 400 000 euros, je vais peut-être te verser 120, 130 000 euros. Donc ça, j'aurais pu trouver quelqu'un d'intéressé, par exemple, pour rentrer avec moi sur ce projet-là, si la durée d'opération avait été plus courte. Or, ça n'était pas le cas, donc là, j'étais obligé de supporter l'opération seul, et dans ce cas-là, je n'ai pas encore les reins de supporter une charge financière comme ça qui ne trouve sa rentabilité que 3 ou 5 ans plus tard. Donc, je trouve que c'était peut-être pas forcément une mauvaise chose que les banques me refusent ce projet, et je voulais vous partager ce retour d'expérience avec vous pour vous dire encore une fois que, attention au projet un peu trop ambitieux par rapport à votre état d'avancement. Donc là, c'était pas trop ambitieux par rapport à la somme, mais c'était trop ambitieux par rapport au contexte de l'opération, à l'environnement de l'opération et au fait de me dire que je pouvais supporter ça pendant 3 ans, 5 ans sans que ça me pénalise. Je l'aurais fait, ça n'aurait pas été un coup de gorge. Je pense que l'opération, je vous dis, j'aurais peut-être réussi à pas perdre d'argent pendant 3 ans. Mais par exemple, ce partenaire qui m'a dit non parce qu'il m'a déjà suivi sur cette surélévation, là où il m'a dit clairement qu'il me resuivait dès que la surélévation était finie pour le même type de projet, il m'aurait pas suivi en fait sur un projet, sur un nouveau projet s'il m'avait financé cet immeuble à 1 million. Donc in fine, ça me laisse de la capacité, de la disponibilité financière auprès de certains partenaires bancaires, et moi ça évite également d'immobiliser beaucoup de trésorerie sur un immeuble qui sera rentable que dans les futures années. Je pense que c'était intéressant de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la réflexion que j'ai pu avoir autour de cette opération, les difficultés que j'ai rencontrées et les raisons qui ont fait également que je n'ai pas pu aller au bout de cette opération. Malgré tout, j'avais signé un compromis de vente, je m'étais quand même engagé auprès du vendeur, donc j'avais mis une condition suspensive d'obtention de prêt que je n'ai pas obtenue, donc j'ai pu sortir de l'opération sans avoir perdu d'argent. Par contre, encore une fois, ça fout toujours un petit froid entre le vendeur et vous, parce que vous lui avez fait perdre entre-temps quasiment 3 mois. C'est le jeu, ça fait partie du jeu, tout simplement. Toutes les personnes qui vendent, tous les marchands de biens, ça leur est arrivé plusieurs fois de se faire sauter des ventes, mais c'est jamais très agréable. Comme je vous l'ai dit, aucun regret quand même d'avoir tenté cette opération, c'est que partie remise. Il y a d'autres projets qui arrivent, je suis sur des grosses négociations en cours, donc je suis sûr que je vais avoir beaucoup de choses intéressantes à vous raconter dans les prochains mois. Vous trouverez dans la description le lien vers une formation complètement offerte que j'ai mise en place. On passe 1 heure ensemble sur mes écrans, je vous montre comment trouver une bonne affaire, comment vous la faire financer et comment passer ensuite de 1 à 10 biens immobiliers en l'espace de 3 ans, même si vous commencez sans apport et sans réseau particulier. Donc c'est complètement offert, c'est dans la description et je te laisse aller voir ça, c'est du contenu de pure qualité, de pure valeur, et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu auras déjà un plan d'action concret pour acheter ton premier appartement en 2025. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo, c'était Mathéo, je te dis à la prochaine, ciao ciao.